question, on lui dit: «Écoute, trouve-moi quoi, un utilisateur qui commence par Blue». Alors, on va zoomer un peu, on peut zoomer pour vous? Non, j'espère que vous verrez bien, ça devrait aller je pense. Donc si je fais un net user, on a quoi? Blue, donc c'est notre ami quoi, Blue Team, hein, pas de secret. Alors imaginons que je veux en apprendre un peu plus. Net user, voilà, et là on retrouve, tu te rappelles? Ce qu'on avait, hein, avec ça et on a d'autres aussi, hein, que je t'avais montré juste avant. On peut ouvrir l'interface graphique, hein, pour voir ce qu'on avait vu. Qu'est-ce que je peux te caler? Voilà, d'accord? On est en mode serveur, là on est en 30.30.0 et vous voyez qu'il y a pas de lockout, donc threshold. Donc là, à la limite, on pourrait brute force, hein, et en plus, ils changent jamais les mots de passe. Donc tout ce qu'il faut pas faire en entreprise, les mêmes chez vous, d'accord? Ensuite, deuxième petite question, quelle est la longueur de mot de passe minimum pour l'utilisateur sur le système? Alors, 0. Et quel est the full name of the group? Alors là, pareil, net. On te rappelle, on a fait quoi? Net user, je sais pas si en plein écran. Donc, net group. Merde. Net group. Oh, bah alors, non, n'oubliez pas. Local. Group. Et puis une latence en plus, c'est excellent. Ok, donc on a tous nos groupes et on nous demande quelque chose qui commence par INC, Incident Responder, hein, ceux qui font du DFIR. Petit exemple simple, et je vous ai dit, je peux créer quoi? Net user Toto, ok, net user Toto, add. Ah, j'ai pas les droits, c'est dommage. Pourtant, je suis admin. Ah, mais non, j'étais en PowerShell classique, c'est peut-être ça. Alors, je recommence. Net user Toto add. Je peux? Ouais, ouais, cool. Net user. On vient de créer quoi? Toto. D'accord? Et net user quoi? Toto? Ça, c'est quoi? Là, je suis en train de créer un compte machine. Mais les comptes machines, ils sont présents, ils sont built-in. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Windows croit que c'est un compte machine, hein, un machine account. Les machine account, on peut pas les exploiter comme ça. Ils font tourner les services. Le seul moyen, c'est de trouver un exploit ou de faire un silver ticket, un ticket d'argent. Qu'est-ce qui va se passer là? Je t'avais déjà montré, hein? On a créé Toto Dollar. Toto Dollar? Il est où Toto Dollar? Il est où Toto Dollar? Il a disparu. Ok? Tu pourras pas le voir quand tu fais un net user. D'accord? Pourquoi? Parce que Windows bug, hein, c'est la dernière faille qui a été trouvée, hein, je vous avais montré ces types d'attaques pour faire des comptes invisibles. C'est ce que feront les hackers. Donc là, heureusement, je te rassure, il doit être quelque part chez les admins. D'accord? Mais tu vois que Toto Dollar, il a disparu. On voit bien Toto, hein, mais on voit pas Toto Dollar. Donc, quand tu débutes en SOC, hein, pense qu'il y a des techniques pour faire même des comptes totalement invisibles. C'est l'attaque dite de subordination suborner, hein, que je vous avais déjà montré. J'avais fait une vidéo dessus. Donc voilà. Par contre, net, local, groupe, si tu connais un peu la technique, ça c'est la technique simple, c'est des comptes semi-furtifs. Tu vas aller dans... C'est quoi ce délire? Il existe vraiment? J'ai vraiment créé un compte net user Toto? Celui-là on le voit. Il est quoi? Il est actif, on le voit. D'accord. Net user Toto étoile? Ah ouais, il existe aussi, mais on le voit pas. Oh, incroyable. Ah, mais si je cherche un peu, il est dans user, il n'est pas dans administrateur. Donc voilà, hein, je vous donne des exemples bêtes, mais pour que vous compreniez, ça c'est les premières techniques que fera un script qui a vu quelques vidéos de Saltimbanque, tu le sais, mais ça peut vous feinter si jamais vous connaissez pas la technique, ok? Mais tu le verras pas. Donc pense que toi t'es comme un fou, tu te fais oh, je me suis fait pirater. Ah non, c'est bon, il y a personne.
Bah, non, fais gaffe, hein, parce que le mec, il peut te faire le trick, du dollar et si tu connais pas la technique, eh ben, il va créer de la persistance et tu auras bien un compte sur ta machine qui t'a pouné. Alors maintenant, on va passer à la gestion des autorisations sous Windows. Donc la gestion des autorisations, c'est un sujet assez important pour assurer l'efficacité globale, la sécurité, hein, sur le système d'exploitation. La gestion des autorisations du système, vous devez les configurer avec soin. C'est toute la partie blue, hein, défensive, et puis également si vous êtes sysadmin, c'est votre boulot de bien configurer vos machines. Chaque système possède sa propre configuration de gestion des autorisations. Windows dispose également de ses propres fonctionnalités de gestion des autorisations. Alors, je vais développer un peu. On va voir un petit peu très succinctement la gestion des autorisations et la gestion des autorisations dites spécifiques à Windows. Alors, vous avez des autorisations déjà sur, je vous l'ai dit, hein, après en bas niveau c'est plus compliqué. On a quoi? On a des secteurs, on a des clusters, on a le Slack Space. Hein, je développerai, hein, quand je ferai des cours sur l'analyse forensique. C'est plus compliqué. Hein, je parle toujours en très haut niveau d'abstraction. Et dans ma précédente vidéo, je vous ai dit, hein, à l'échelle atomique, le plus petit, c'est quoi? C'est un fichier. Je peux avoir un ou plusieurs fichiers dans un dossier, qui est également, bah, je peux avoir plusieurs dossiers dans un autre dossier. D'accord? Donc on a ce principe d'arborescence. Pensez, hein, c'est comme un tiroir. Vous ouvrez, vous avez plein de dossiers. Dans chaque dossier, vous avez des feuillets. D'accord? Ben, c'est juste pour avoir le principe de système de fichiers bien en tête. Ensuite, je me corrige, j'ai dit qu'Apple utilisait le XT. C'est faux. Il a son propre système de fichiers. J'avais des doutes, je suis allé vérifier. Je suis pas un grand fanat de Mac. Je sais pousser deux trois exploits. Je sais utiliser Mac, mais c'est pas, je passe pas mon temps là-dessus en fait. Donc il y a ce qu'on appelle l'APFS, hein, c'est l'Apple File System. J'y reviendrai quand on fera du forensique. C'est le système de fichiers Apple, ni plus ni moins. Il a été développé et déployé par Apple. D'accord? Donc on le retrouve sur les macOS, iOS, tvOS et watchOS. Donc ça corrige les problèmes inhérents à HFS+, qui était un peu défectueux d'Apple, qui a été critiqué pendant de nombreuses années. Remplacé en 2017, il s'appelle la PFS. Donc je vous mettrai un article, hein, je vais pas revenir là-dessus parce que c'est pas ça qui nous intéresse, c'est comprendre que bah, autant hier je suis allé vite, j'ai dit une bêtise, je me corrige. Apple a bien son propre système de fichiers, d'accord? Donc HFS+, l'ancien, et on a dit en 2017, on passe à la nouvelle version qui s'appelle l'Apple File System, APFS. Voilà, pour me corriger. Donc, pareil, je vais pas aujourd'hui vous expliquer le principe de quoi, bah, tu un disque, il faut quoi? Des volumes, il faut des partitions, il y a des secteurs, d'accord? Et dans chaque secteur, tu as des clusters, d'accord? Ça, c'est en très bas niveau. D'accord? Je vous expliquerai tout ça quand je ferai des vidéos sur l'analyse forensique, les bases, hein, comprendre vraiment comment ça fonctionne un disque dur en fait. Mais là, on parle en très haut niveau d'abstraction. Donc, le plus petit, c'est mon fichier. Donc, on va voir les autorisations sur les fichiers et les dossiers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque utilisateur a son propre profil. Hein, on va me dire, je te dis, si toi tu t'appelles Toto, c'est dans ces deux points, user Toto. Et ses propres autorisations, hein, pour empêcher tout accès non autorisé aux fichiers et aux dossiers, ce qui est normal. Donc normalement, chaque fichier dossier obtient ses autorisations du dossier par an. Hein, c'est le principe d'héritage dans l'environnement Windows. Cette hiérarchie se poursuit jusqu'au répertoire racine du disque dur. La capacité d'un utilisateur donc à opérer sur un fichier est gérée tout simplement par les autorisations qui lui sont accordées. Alors, l'affichage, hein, des autorisations de fichiers. Vous allez aller sur un fichier, vous allez faire clic droit, propriété, et vous allez dans le deuxième onglet qui s'appelle sécurité. D'accord? Et là, vous voyez les opérations d'autorisation de fichiers qui peuvent être effectuées facilement via l'interface graphique, la GUI. D'accord? Supposons qu'on a un fichier file.txt, tu regardes tout en haut, donc file.txt, properties, donc propriété de file.txt, littéralement en bon français, et on voit le group and le username. D'accord? On a l'objet. L'objet, bah, c'est bien quoi? Le fichier file.txt qui est présent dans user let's defend sur le bureau de l'utilisateur let's defend. Et je peux faire un clic droit, je te dis, et aller voir les propriétés dans l'onglet sécurité.
Donc là, on voit quoi? On voit que let's defend, si je regarde dans les permissions pour let's defend, on voit qu'on a allow, autorisé, et deny, hein, comment dire? Refuser, en bon français. Donc on voit le full control. Le full control, alors, full control, c'est quoi? Bah, tu le vois, dès que tu coches full control, de facto, automatiquement, ça ajoute modify, read, execute, read, write. Ça exécute tous les droits. À part les permissions spéciales, qui sont un petit peu à part, hein. Tu vois que d'ailleurs, il te dit tout en bas, si tu veux des permissions spéciales ou des réglages avancés, bah, clique sur avancer. D'accord? Donc, par granularité, tu vas pouvoir modifier ça en cliquant sur Edit, là, dans ma capture d'écran, vu qu'on est sur un système d'exploitation, comment dire, anglais, et tu vas pouvoir modifier. Oublie pas que le full control inclut donc les 4 autres. Donc le write, le read et execute et le modify. Modifier, lire et exécuter, lire ou écrire. D'accord? Donc on différencie, vous voyez, le read et le read et execute. Donc là, on voit que c'est coché. D'accord? Et grisé, ça signifie que ce fichier, en fait, hérite automatiquement des autorisations d'un autre dossier. Donc, les autorisations peuvent être modifiées, hein, et elles seront de couleur noire. Là, elles sont en gris. Donc, ça hérite de quoi? Eh ben, file.txt, il est présent dans desktop, sur le bureau. Bureau hérite quoi? Bah, des droits de l'utilisateur Let's Defend. D'accord? Donc, tous les droits de Let's Defend sont quoi? Redistribués, hein, et si bureau en fait partie, mes documents en font partie, ma vidéo, mes images, etc., etc. D'accord? Donc en fait, file.txt hérite du dossier dans lequel il est présent. C'est desktop, c'est bureau, et bureau hérite lui-même des droits de l'utilisateur. D'accord? C'est pour ça que c'est grisé, parce que les enfants héritent des droits de leurs parents. D'accord? Vous allez hériter à la mort de vos parents, ou pas. Ça dépend de la richesse de vos parents. Mais vous voyez ce que je veux dire? Vous héritez. Vous avez un héritage. Ton père, ta mère t'a fait, hein, je vais rester sur un modèle classique. Tu as un papa, tu as une maman. Tu as hérité de son héritage. L'héritage, il est quoi? Génétique, il est culturel, il est social. Hein. Tu vois bien que certains trucs, tu peux modifier, mais il y a quand même ce background. D'accord? Tu hériteras des gènes de tes parents. Si on parle de génétique, c'est le meilleur exemple. Et parfois non, hein, parce qu'on a deux parents complètement abrutis qui vont faire naître un génie. D'accord? Et des fois, on a deux génies qui s'accouplent et ça fait un abruti, comme moi. Donc, ça, faut bien comprendre ce principe. Ensuite, le type d'autorisation. Et type d'autorisation, je vous en ai parlé, on va rentrer dans les détails, c'est les 6 types d'autorisation qu'on a vus. On a le contrôle total, le modifier, lire, exécuter, lecture et écriture, et autorisation spéciale. Alors, je vous le mets sous les yeux. Alors, permission lecture, ça va permettre de voir et de lister les fichiers dans les sous-dossiers. Alors, c'est très important, c'est exactement comme sous Linux, on ne comprend pas que lire, c'est aussi lister. C'est-à-dire, je m'explique, si tu n'as pas le droit de lire, non seulement tu pourras pas lire les fichiers qui sont dans un dossier, pourquoi tu pourras pas le faire? Parce que déjà, tu ne pourras même pas les voir. Et là, ça fait une grosse différence. C'est-à-dire que tu vas aller dans un dossier, pour toi, il est vide. Il est vide, vraiment. Pour une autre personne qui a les droits, elle, elle voit les fichiers. Elle va pouvoir les modifier, elle va peut-être pouvoir les écrire, etc., les exécuter et tout. D'accord? Donc, pour pouvoir exécuter un fichier ou le lire, il faut déjà que, à tes yeux, dans l'interface graphique, si je parle de la GUI, mais c'est pareil en ligne de commande, tu puisses le voir. D'accord? Puisque tu peux pas supputer qu'il y a un fichier qui s'appelle toto.txt. Si tu le vois pas, tu ne le sais pas. D'accord? Et ça, c'est important. Parce qu'on se dit, ah ouais, c'est juste lecture. Non. C'est lecture et aussi pouvoir lister. D'accord? Et si tu peux lister, là, tu peux énumérer les fichiers qui sont présents dans un dossier ou dans un sous-dossier. Et tu peux demander de les lire. Mais tu peux pas inventer. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que on pense pas à ce fait que si tu n'as pas ce droit-là, tu ne verras pas les fichiers. D'accord? Ensuite, l'écriture, là, c'est plus logique, hein, ça va permettre d'écrire un fichier. Donc, ça va permettre d'ajouter aussi des fichiers et des sous-dossiers dans un dossier, par exemple. Le read et execute, donc lire et exécuter, ça va permettre non seulement de voir, de lister des fichiers dans des sous-arborescences, mais également exécuter
j'ai dit voir, oui, et également exécuter des fichiers, qui sont hérités, hein, par soit des fichiers, soit des arborescences et ça permet de voir et d'accéder donc vous l'avez compris au contenu, hein, d'un fichier et également à l'exécution dudit fichier. Ensuite modify, modifier, ça permet à la fois de lire, d'écrire des fichiers ou des sous-arborescences et qui dit modifier dit également effacer, d'accord? Ça peut effacer du contenu dans l'arborescence ciblée, d'accord? Ça va permettre donc de lire, d'écrire un fichier et ça permet la suppression dudit fichier. Et le full control, ça va permettre non seulement de lire, d'écrire, de changer, d'effacer des fichiers ou des sous-arborescences. D'accord? Donc je répète, ça veut dire en tant que fichier, changer et effacer un fichier. D'accord? Donc vous voyez que les droits s'appliquent à la fois sur les folders, les arborescences, les sous-arborescences et les fichiers. D'accord? Donc il y a cette logique. Alors, l'autorisation des fichiers, comment ça se passe? Je t'ai dit tout à l'heure, tu peux cliquer sur avancer. En effet, hein, on a vu que le fichier .txt, il appartient au propriétaire du fichier. Si on fait un clic droit sur le fichier, tu vas dans propriété. Dans propriété, je t'ai dit, tu vas dans le deuxième onglet, sécurité, et dans cet onglet, tu peux cliquer sur avancer. Là, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves sur une nouvelle fenêtre. D'accord? Donc, on va résumer. D'abord, tu as le nom avec le chemin dit absolu. Qu'est-ce qu'un chemin absolu? C'est un chemin complet. Complet, pourquoi? Parce que par rapport à mon système de fichiers, je pars de gauche et je vais à droite. À gauche, on a quoi? On a ces deux points anti-slash. D'accord? Ça, c'est le C. C'est le lecteur système. Hein, comme on l'appelle, c'est le lecteur où est installé le Windows. Par convention, vous le savez, c'est ces deux points, je vous le disais. Ensuite, je rentre dans une arborescence user. Ah, ça tombe bien, on a vu que tous les utilisateurs hier avaient leur dossier avec leur fichier, leur home directory dans user. En effet, on a un utilisateur Let's Defend et cet utilisateur, comme tous les utilisateurs Windows, a quoi? A différents sous-dossiers. On a vu bureau, on a vu mes documents, mes images, mes vidéos, etc., etc. Là, on est dans desktop, on est dans bureau et sur son bureau, il y a un petit icône avec, vous savez, l'icône des fichiers en noir et blanc et il s'appelle file.txt. J'espère que là, pour vous, c'est clair. Ensuite, on a le owner. Le owner, c'est le propriétaire en anglais. D'accord? Qu'est-ce qu'on a vu? C'est un fichier file.txt qui est présent sur le bureau de l'utilisateur Let's Defend. Donc, c'est bien Let's Defend, le propriétaire. Et il te rappelle, là, on est sur le cloud, on s'en fout. On va dire qu'on est sur un domaine d'Active Directory. Le domaine précède le nom d'utilisateur. Il te rappelle que tu es sur le domaine EC2AMAZILGVOIN. On sépare le domaine anti-slash avec, on colle, on concatène le nom d'utilisateur, Let's Defend. Ça veut dire que Let's Defend est connecté sur le domaine EC2AMAZILGVOIN. Hein, d'accord. Et je vous ai dit quoi? Vous vous rappelez du Who am I? Je vous ai dit que si jamais vous n'êtes pas sur un domaine, vous êtes sur votre machine, le domaine est remplacé par le nom, le hostname de votre machine. D'accord? Je te donne un exemple. La machine s'appelle NSA, anti-slash, Toto le hacker. Toto le hacker est connecté sur la machine qui s'appelle NSA. C'est mon ordinateur. Les permissions, l'audit et l'accès effectif. Là, on va rester dans les permissions. Premier onglet. Alors, qu'est-ce qu'il dit en anglais? Il dit for additional information, double-click on permission entry. To modify your permission entry, select the entry and click edit if available. Donc, grosso modo, pour des informations additionnelles, veuillez double-cliquer sur l'entrée, hein, la permission d'entrée et enfin le choix. Tu vois les permission entries, hein, tu as plusieurs choix juste en bas et une pour modifier donc l'entrée, sélectionner l'entrée et faites edit. D'accord? Donc, on va pouvoir sélectionner, modifier. Et vous voyez, tout en bas, on a une case qui nous dit Disable Inheritance. Ça veut dire en anglais désactiver l'héritage. D'accord? On peut dire, par exemple, pour ce dossier ou pour un autre sous-dossier, tu vas désactiver l'héritage. Ça veut dire que tous les nouveaux dossiers que je vais créer ou fichiers n'hériteront plus de quoi? Du owner. D'accord? Donc ça peut être utile dans certains cas en administration. Encore une fois, c'est comment dire?
C'est niveau facile, on va pas rentrer encore dans les détails, d'accord? Donc si je fais simple, hein, on a vu qu'on est connecté au système en tant qu'utilisateur Let's Defend, on peut apporter des modifications aux autorisations sur ce fichier, d'accord? On a vu que dans ce fichier, dans la précédente vidéo, il y avait écrit quoi dedans? Il y avait écrit SOC Analyst. Hein, on avait enregistré ça, ça avait été fait pour nous, on avait fait un tape, on avait vu le contenu du fichier. Parfait. Donc maintenant, on va faire un truc. On va supprimer, vous l'avez sous les yeux, on va quoi? Vous voyez que je suis en train de modifier, du coup, ce qui était grisé, hein, en légèrement transparent, devient noir. Noir, ça veut dire que moi là, je suis en train de faire une action et de modifier quoi? Ce qui était en gris transparent. Gris transparent, il y a 2 minutes, je t'ai dit que c'est l'héritage. D'accord? Là, tu es en train de modifier l'héritage de quoi? Du fichier file.txt. Et on fait quoi? On lui fait un deny sur read. Donc, je laisse les mêmes réglages. Le seul réglage que je modifie là en l'occurrence, c'est la lecture. Je le bloque en lecture quoi? Notre fichier file.txt. Qu'est-ce que ça va faire? Hein? Donc je sélectionne et je fais modify. Et apply et OK. Donc, on a modifié, on a validé, la fenêtre se ferme et maintenant si j'essaye d'ouvrir mon file.txt, qu'est-ce qui se passe? Il te dit, vous n'avez pas les permissions d'ouvrir ce fichier. Hein, voyez avec le propriétaire du fichier ou avec l'administrateur pour obtenir la permission. D'accord? Donc on voit bien que c'est effectif. Hein, tout de suite, il n'y a pas à attendre 30 secondes ou quoi que ce soit, c'est direct. D'accord? On ne peut plus lire le fichier .txt, file.txt, après avoir fait les modifications qu'on vient de faire. Alors, encore une fois, c'est pareil. Hein, c'est pas que sur les fichiers. Les utilisateurs sans privilège administrateur sur l'environnement Windows ne sont normalement pas en mesure d'accéder à d'autres répertoires qui ne leur appartiennent pas. En effet, je n'ai pas envie que Toto espionne Tata qui espionne Titi. Par contre, l'administrateur peut espionner Toto, Tata, Titi. Il a tous les droits, c'est le compte à haut privilège. Le compte à haut privilège peut espionner les autres. Les comptes à bas privilège ne peuvent pas s'espionner entre eux et espionner l'administrateur. C'est pour ça qu'on fait une escalade de privilèges. Privilege escalation. Ok. Donc voilà, j'essaie de me connecter au compte user2, voir ce qu'il y a dans son répertoire avec ma souris, je double-clique et là, il te le dit. Il te le dit, vous n'avez actuellement pas la permission d'accéder à cette arborescence, à ce dossier. Faites continuer pour accéder à cette arborescence. Et là, on voit le petit écusson, hein, bleu et jaune. Ça, c'est quoi? C'est l'UAC. L'UAC, c'est le User Account Control. C'est le contrôle utilisateur. Grosso modo, ça permet, c'est la fameuse fenêtre qui pop tout le temps, qui vous dit, voulez-vous exécuter en tant qu'administrateur? Donnez les droits, le temps de l'opération. Alors, si tu es administrateur, ça va le faire, ok? Tu vas peut-être faire une combinaison de touches, tu vas peut-être devoir taper ton mot de passe administrateur ou avec un compte à haut privilège et tu pourras accéder dans User One. Par contre, si tu fais continue et que Let's Defend là actuellement n'a pas les droits, n'est pas admin, n'a pas de haut privilège, ça va bloquer. Il va dire non, non, il va y avoir un truc, un autre message qui va te jeter. D'accord? Donc, on le voit, hein, c'est comme ça que ça fonctionne et tous les jours, vous avez vos programmes, vos jeux vidéo et tout ça, quand vous les lancez, ils vous disent j'ai besoin d'une élévation de privilège pour faire quoi? Une opération en bas niveau, entre guillemets. D'accord? Et paradoxalement, pour faire une opération en bas niveau sur le système d'exploitation, parfois des syscalls, des appels soit au driver, soit au réseau, à la pile TCP, soit au noyau Windows, on a besoin d'un haut niveau de privilège pour accéder au bas niveau. Hein, je sais, ça paraît antinomique, mais il faut bien comprendre ça. Donc si tu as les droits, ok, il va te dire, écoute, prouve-moi que tu es bien administrateur. Et là, tu vois que tu te retrouves sur cette fenêtre. Bon, tu peux demander plus de détails. Il te dit que c'est bien Microsoft Windows qui te demande de rentrer ton mot de passe. Et il te dit to continue, enter admin username and password. Donc, rentre le user, le compte administrateur et le mot de passe. Tu vois qu'il te laisse pas le choix. De facto,
il va chercher le compte administrateur. On a vu qu'il y a un administrateur local sur chaque machine Windows. Donc là, ça me choque pas. C'est toujours sur le même domaine. Tu le vois en dessous de password, il te met encore le nom de domaine et administrateur. Par contre, tu vois bien que nous, là, tout ce qu'on fait, on est en utilisateur qui s'appelle Let's Defend. Et automatiquement, il me laisse pas me connecter en tant que Let's Defend. Il me remplit, et j'ai pas le choix, je peux même pas le modifier, administrateur. Ça, c'est pas moi qui l'ai rentré, c'est le système d'exploitation qui dit, ok, maintenant, il n'y a plus que l'admin. Est-ce que t'es l'admin? Prouve-moi que t'es l'admin, rentre ton mot de passe. Tu peux avoir le mot de passe de l'administrateur, il te l'a peut-être donné, d'accord? Mais il se peut que quoi? Quand bien même tu as les informations d'identification de l'administrateur, bah, il se peut que Let's Defend ne puisse pas accéder au fichier sans les autorisations de lecture sur le fichier. Hein, si on désactive tous les privilèges de l'utilisateur 2 en modifiant les permissions sur notre fichier, et qu'est-ce qu'on fait? On voit que tout est en deny, user 2, bah, qu'est-ce qui va se passer? On va travailler sur deux dossiers. D'accord? Le premier dossier s'appelle file.txt. Je vais donner tout. Je vais désactiver tous les droits pour user 2. Il n'y a plus que Let's Defend qui a les droits. D'accord? On voit que là, user 2, on lui bloque. Deny, 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 deny. On fait un clone. On crée un nouveau fichier, pardon. File2.txt. Je mets un message dedans. Il appartient à l'utilisateur Let's Defend et on laisse toutes les permissions actives cette fois-ci pour le user 2. D'accord? Je me déconnecte du système, je me reconnecte avec le compte user 2. Je suis plus Let's Defend, je suis user 2. On retourne sur quoi? Sur le bureau de Let's Defend. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je peux peut-être lire en fonction de ce qu'on a vu. Hein, je vais voir les deux fichiers. Je vais cliquer sur fichier 2. Je sais que user 2 a tous les droits. Ça s'ouvre et on voit le message. Hello, user 2. Pas de problème. Par contre, maintenant, si je reviens sur mon premier fichier, vous vous rappelez, on lui a retiré les droits. Hein, il n'a plus les autorisations d'accès, ni de consulter. Là, qu'est-ce qui se passe? Ça se bloque. Hein, Untitled Notepad. Notepad, il dit sans nom. Sans nom, pourquoi? Bah parce qu'il est bloqué. Il t'affiche même pas file.txt. Et il te dit, voilà, vous n'avez pas les permissions d'ouvrir le fichier. D'accord? Donc le fichier file, eh ben, notre utilisateur 2 n'a pas l'autorisation d'accéder et donc il ne peut pas le consulter ni le lire. Donc d'un point de vue de la sécurité de la gestion des autorisations, l'attaquant tenterait éventuellement d'accéder au compte des utilisateurs autorisés pour pouvoir accéder au contenu du dossier ou des fichiers qui sont ciblés. Ça, c'est le but de Toto le hacker, du rouge. D'accord? Toi, en tant qu'analyste SOC, tu dois constamment surveiller de près les activités des utilisateurs qui ont accès aux fichiers contenant des informations critiques afin, naturellement, de pouvoir détecter les violations en temps opportun. D'accord? Donc, je vous ai parlé de l'UAC, on va développer. L'UAC, aka User Account Control, contrôle de compte utilisateur. Alors, c'est quoi cette merde? C'est cette fameuse fenêtre. Hein, que tu peux activer ou désactiver, d'accord? Je te conseille quand même de l'activer, hein, même au maximum pour ta sécurité. D'accord? Tu vas dans l'ancien panneau de configuration, tu vas aller dans compte utilisateur. Dans compte utilisateur, tu arrives sur modifier votre compte utilisateur et tout en bas, tu as 1, 2, 3, 4 options. La quatrième, c'est modifier les paramètres de contrôle du compte utilisateur. Et comment dire? Tu passes la barre tout en haut, d'accord? Vérifie bien qu'elle est tout en haut pour ta sécurité sur ton ordinateur. Je te dis, ça sera de nouveaux bâtons dans les roues pour un attaquant. Même si tu le sais, ça peut être contourné, mais c'est pas n'importe qui sait faire ce genre de technique. Je vous rassure. Alors, le contrôle utilisateur, ça a été une fonctionnalité qui a été ajoutée, je crois, c'est quoi, dans Windows 7, si je dis pas de bêtises. Je peux me tromper encore une fois, c'est sans note, pour empêcher l'accès non autorisé. Grosso modo, là, avec cette fonctionnalité, on a certaines modifications et opérations qui ne peuvent pas être effectuées sans l'autorisation de l'administrateur, comme je vous l'expliquais plus tôt. Le message d'erreur pour la demande d'autorisation d'administrateur est dû à cette fonctionnalité. Quand tu as la fenêtre qui pop et qui te demande une élévation de privilège et par la suite te dit écoute, t'es pas l'administrateur, voilà, connecte-toi en tant qu'administrateur, ça, c'est l'UAC.
c'est le contrôle de compte utilisateur. Donc bien qu'il ne soit pas recommandé de s'appuyer uniquement sur cette fonctionnalité, je vous le disais, pour assurer la sécurité du système, ce n'est pas non plus une bonne pratique de ne pas utiliser cette fonctionnalité. Hein, la dernière fois, je vous ai montré, j'ai monté une VM offensive, isolée du réseau, et j'ai pas envie toutes les 15 secondes que Windows me dit ah, tu veux élever tes privilèges. D'accord? Je suis admin sur la machine, j'ai plus envie qu'on m'emmerde. C'est l'équivalent de tourner tout le temps en route sous Linux. D'accord? Et de ne plus faire sudo, ni su. D'accord? Voilà, grosso modo, hein, pour faire des analogies, si vous connaissez un peu le système Linux. Donc je répète, bien qu'elle augmente la sécurité du système, cette fonctionnalité peut être contournée et violée. Enfin, c'est connoté, hein, c'est le problème. Il y a les Anglais s'autorisent des choses que nous, on peut pas dire en bon français. Hein, on va pas violer la sécurité. On est des gens bien. On va contourner, donc juste, vous avez compris, et attaquer. Et les attaquants pourront le faire de temps en temps, s'ils ont la technique. Alors, quelle différence on va développer, hein, c'est ce que je vous disais. Là, c'est sur un vieux système. Enfin, sur Windows 11, ça a légèrement changé. Si vous êtes sur Windows 10 ou plus vieux, voilà un petit peu où ça se trouve. Hein. Change User Account Control System. Tout va dépendre comment vous avez configuré en fait l'affichage. Donc, on revoit les 4 niveaux dont je vous parlais. Always Notify, celui que je vous conseille, bien que malheureusement ça soit le plus ennuyeux, mais c'est aussi le paramètre le plus sécurisé, d'accord? Il va falloir être averti. Hein. Ça n'apporte des modifications que quand on a besoin d'autorisation administrative, d'élévation de privilèges, d'accord? Ensuite, m'avertir uniquement quand les applications tentent d'apporter des modifications, ça c'est par défaut, d'accord? Alors vous pouvez le laisser comme ça sera un petit peu moins relou, j'ai envie de dire. Il s'agit du niveau par défaut et de contrôle de compte utilisateur qui vous avertit uniquement avant que les programmes n'apportent des modifications qui nécessitent des autorisations administratives. C'est moins sécurisé que le premier car des programmes malveillants peuvent créer, en fait, simuler des frappes au clavier ou des mouvements souris par l'utilisateur et modifier justement donc les paramètres Windows. D'accord? Donc encore une fois, moi je vous conseille de maximiser, même si c'est plus contraignant, et vous verrez les programmes d'ailleurs qui ont besoin de faire des appels admin. Et des fois, je sais pas, ton jeu vidéo, s'il fait des appels en tant qu'admin, pose-toi des questions. Pourquoi il a besoin de passer administrateur? Un jeu vidéo, en théorie, il peut se lancer, pas besoin d'avoir les droits admin. S'il a les droits admin, peut-être c'est un jeu multijoueur. Peut-être qu'il est en train de charger un anti-cheat. Parce que tu joues en multi. Donc l'anti-cheat, il tourne dans un driver qui communique avec le noyau, c'est du très bas niveau pour pouvoir faire des hooks et voir si éventuellement t'es pas en train d'injecter des cheats dans la RAM de l'ordinateur ou d'injecter des DLL. Hein. Par exemple, si tu essayes de pirater soit l'ordinateur, soit faire du Warez, craquer un jeu vidéo. D'accord? Donc on a des techniques en très bas niveau, elles sont pas, et c'est le plus dur. Et c'est tout l'art d'un bon analyste, c'est qu'il y a des techniques en bas niveau qui sont utilisées de manière légitime au quotidien, et il y a d'autres techniques en bas niveau qui vont être utilisées pour tout simplement attaquer. D'accord? Attaquer, contourner, donc c'est dangereux. Ou tricher dans les jeux vidéo, je vous le disais. Ensuite, on a le 3e niveau, donc celui-là, c'est le plus bas, hein, m'avertir uniquement lorsque les applications tentent d'apporter des modifications à mon ordinateur et ne pas, entre guillemets, assombrir, d'accord? Donc voilà, hein, ça, encore une fois, je vous déconseille, hein, et puis m'avertissez jamais, pareil, hein, c'est le meilleur moyen de vous faire infecter. Votre Windows, il va pouvoir se lancer directement, et encore une fois, comme je vous disais, si vous êtes vous êtes en admin, alors là, c'est fini. Hein, parce qu'il n'y aura même pas cette barrière de protection, c'est-à-dire que vous allez double-cliquer, ça va s'exécuter en admin et ça va pirater votre machine. Hein, c'est le meilleur moyen de choper un bon petit virus. Donc voilà, à vous de voir. Après, via les GPO, les GPM ou hard configurateurs que je vous avais déjà présenté, vous pouvez encore plus durcir via des clés de registre ou des configurations en fait via les GPO, le principe du AC. Hein, je te donne un exemple. Je sais qu'on peut simuler des frappes et des touches clavier, d'accord? Donc
il y a un mode spécial qui va assombrir l'écran, d'accord? Ça veut dire que le hacker, il peut pas simuler, en fait, les touches clavier dans ce mode-là, en fait. Hein, il y a que, je sais pas comment vous expliquer, il y a que le port USB, le clavier, qui va pouvoir interagir dans cette fenêtre. D'accord? On peut pas faire simuler des appels, hein, simuler la souris ou le clavier. Donc c'est à moi de faire CTRL ALT supprime pour activer et cliquer sur la box, sur la fenêtre. D'accord? Il y a que moi qui peux le faire. Donc c'est un niveau de sécurité au-dessus. Pareil, à un très haut niveau de hacking, on peut quand même attaquer cette sorte de sandbox, ça devient de plus en plus compliqué. Hein. Donc c'est le principe de la cybersécurité. Encore, c'est quoi ton niveau de menace? C'est Toto le hacker? C'est un putain de red teamer? C'est une agence de renseignement? Non, vous inquiétez pas, eux ils rentreront, pas de problème. Mais entre Toto le hacker, un pen tester et je te dis un bon red teamer, ben peut-être que celui qui est au-dessus, le red teamer, saura faire beaucoup plus de choses que quoi? Que Toto le hacker, que un pen tester. D'accord? Pourquoi? Bah parce que il a plus d'expérience et il a appris des techniques beaucoup plus sophistiquées. Je te le dis toujours. D'accord? Et tu as un dernier niveau, c'est tout simplement faire cette combinaison de touches que toi tu définis. Alors moi je te dis CTRL ALT SUP sur ma bécane, mais ça peut être autre chose chez toi, tu configures, et en plus taper le mot de passe. Mais là, ça devient vraiment contraignant. Mais c'est le mode le plus sécurisé. Par contre, vous allez vous amuser à faire CTRL ALT SUP et taper votre mot de passe toutes les 30 secondes. D'accord? Donc encore une fois, la sécurité, c'est quoi? Eh ben, c'est le maximum de sécurité pour le maximum de convivialité, hein, et de praticité. Si vous mettez trop de sécurité dans votre entreprise, vos salariés vont commencer à chouiner, à couiner. Ils vont dire, ils nous cassent les pieds avec leur cybersécurité. Ça me saoule. Je dois taper mon mot de passe toutes les 15 secondes. Le fait est que oui, c'est un mal nécessaire. Hein. Comme vous pouvez laisser et décider de mettre en cache en local ou sur l'Active Directory la mise en cache de quoi? Des mots de passe pour que les utilisateurs puissent justement interagir au sein de l'Active Directory, peut-être avec d'autres machines sans retaper leur mot de passe. Mais encore une fois, c'est très pratique pour les salariés, mais c'est aussi très pratique pour un hacker, puisque une fois qu'il aura accès dans l'entreprise, il va pouvoir attaquer tous les mots de passe qui sont en cache et les dumper du cache et les récupérer, usurper l'identité. Donc vous voyez, c'est toujours peser le pour et le contre. Hein, quelle partie c'est du réseau, quel secteur d'activité de la boîte c'est, est-ce qu'on peut se permettre un peu plus de liberté pour soulager les salariés, ou il va falloir durcir, et même tant pis si Janine, Toto sont pas contents parce qu'ils vont devoir taper leur mot de passe tout le temps. D'accord? C'est le plus dur à décider et à faire en entreprise, en fait, hein. C'est toutes ces politiques de sécurité. Ok, donc on a vu un peu la gestion des autorisations de fichiers, des dossiers sous Windows, des types d'autorisations, les fonctionnalités du contrôle de l'UAC, l'importance de la gestion des autorisations en termes de sécurité, et on va continuer maintenant dans le Process Management, WPM, le Windows Process Management, et qui est gestion des processus Windows. Alors, déjà, c'est quoi un processus? Un processus, c'est un programme en cours d'exécution dans un programme actif. Les processus, c'est des unités de commande de programmes exécutés sur le système d'exploitation. Principalement, les processus sont examinés lors de l'examen de l'hôte Windows, hein, en direct, en live. L'examen et l'analyse de la mémoire signifient essentiellement l'analyse des processus. Chaque processus a son propre numéro d'identification dans l'environnement Windows qui est appelé processus ID. ID de processus, PID, PID, le PID, d'accord? Ils sont enregistrés dans chaque opération de processus. Alors, je te montre vite fait, ton Windows, eh ben, tu vois que 0, c'est lui qui se lance, après il y a 4, après il y a 88, après il y a SS en 416 et tout ça. Et pour découvrir les traces de compromission, on va repérer en fait les PID. Et si on voit qu'il y a un PID qui est légèrement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est peut-être que quoi? Il y a peut-être un doublon qui quoi? Bah, c'est le virus qui se lance avant le chargement du reste des processus Windows. Et ça permet, imagine que ton antivirus, il est quoi? Il est 1460 et quoi? Le virus se lance en 99, et ben le virus, il va faire la nique à quoi? À ton antivirus. L'antivirus va charger après
le virus. Donc le virus peut quoi? A toutes les possibilités de stopper la détection de l'antivirus. Il peut même désactiver l'antivirus. D'accord? Il faut toujours, c'est une convention, que l'antivirus en fait se lance aux étapes les plus critiques, donc au démarrage, pour s'assurer que les processus suivants, les PID suivants, si c'est un processus qui a migré en mémoire, et donc un virus qui a migré en mémoire, on a fait du process hollowing, eh ben, il n'y a pas un virus dedans qui est en train d'essayer de désactiver l'antivirus, d'accord? Ça sera beaucoup plus dur pour la charge utile, pour le virus, le malware, de désactiver l'antivirus s'il est lancé après l'antivirus que s'il est lancé avant. S'il est lancé avant, il hérite du PID, donc si tu veux, c'est lui le parent et il va pouvoir faire spawner tous les enfants. Et plus je descends, plus il y aura d'enfants. D'accord? Et donc, il y a ce qu'on appelle des processus hérités. Je vais pas encore rentrer dans les détails, j'ai pas envie de vous perdre si vous débutez. D'accord? Mais c'est un peu cette logique, c'est une hiérarchie. D'accord? Je fais 2 enfants, ces 2 enfants va avoir 2 enfants chacun, qui vont avoir également 2 enfants chacun, et ça démultiplie de façon exponentielle. D'accord? Donc là, on voit que je peux faire un clic droit, et je peux cacher les colonnes ou les sélectionner. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'on a notre PID qui est là, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir par exemple le Session ID, le Job ID, vous voyez que vous avez pas mal de choses. Donc ça, c'est pareil, on va jouer très souvent là-dedans, commencer par là, les objets utilisateurs, les handles, pour voir un petit peu qui fait quoi. D'accord? Les command line, est-ce que il y a eu une élévation de privilèges? Est-ce qu'il y a le data execution prevention qui protège entre guillemets vos données, le DEP, qui est activé, etc., etc., etc. Et là, tu vois que je viens d'ajouter un peu plus de visibilité, déjà pour moi. D'accord? Je vois si l'UAC virtualisé est autorisé ou pas. Donc plein de réglages au niveau de la sécurité, le numéro de session, le numéro de job, etc. Parfois quoi. Et vous en avez plein, en fait. Donc de quoi on peut voir? End process tree, ça va terminer tout l'arbre SVC host. Et tu vois qu'il se lance plein de fois. Mais ça, c'est normal. Il y a plein de processus qui lancent 10, 15 fois, 20 fois. Ça va dépendre. Mais c'est encore plus dur. T'imagines si le hacker, il fait quoi? Il s'injecte ou il crée un binaire malicieux qui prend le nom de SVC host. Mais du coup, c'est quoi le virus? C'est celui-là? C'est celui-là? C'est quoi? C'est celui-là? 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 C'est lequel, en fait, le bon? C'est lequel, le mauvais? Il y en a tellement. Tu comprends comment on va pouvoir offusquer nos charges utiles et essayer de berner l'utilisateur? Et c'est le but pour un attaquant. Tu vois, si je commence à injecter un SVC host, j'ai peut-être injecté un virus dans ce processus, peut-être dans ce processus, peut-être dans ce processus. D'accord? Peut-être j'ai renommé un virus SVC host pour essayer de feinter. D'accord? Donc après, c'est à toi de quoi? D'aller voir les propriétés. Quoi? Réflexe. Est-ce que ça a été signé? Ah merde, ça a été signé. Donc là, c'est bon. Comment je peux signer maintenant mon virus en tant que Microsoft? Ça, on a plein d'autres techniques. Mais Toto le hacker, tu verras que le copyright, tu l'auras pas. Ça peut te mettre sur des pistes. Encore une fois, les signatures digitales. Là, on a le certificat numérique. Ok, je peux aller le vérifier. Ouais, c'est bien Microsoft. Ouf, d'accord? Je sais pas, j'upload vers Virus Total, etc., etc. Tout ça, c'est des réflexes qu'il va falloir. Est-ce qu'il tourne dans System 32? Oui, je sais par mon expérience que SVC Host tourne dans quoi? Dans System 32. Si maintenant je vois que l'application elle a une description qui est différente, qu'elle s'appelle bien SVC Host, mais qu'elle se lance dans C2. Je sais pas, temp ou C2. User let's defend ou ailleurs, je sais que tous les SVC Host ils tournent dans System 32. Donc si c'est pas le bon chemin, la localisation, il y a un problème. D'accord? Si je sais que la plupart, ils font quoi? 50 KB? Ça fait 50 KB? Celui-là, il fait combien? Il fait 54 KB, il fait exactement la même taille, il se lance plusieurs fois. Si je me retrouve avec quoi? Avec un SVC host qui fait quoi? Qui fait 200 MO? Tu as compris, en tant que SOC analyste, ça devrait te faire tilter. D'accord? Mais ça, tu peux pas l'inventer. Si t'as pas l'expérience, si tu sais pas que SVC host, il fait tel ou tel truc dans Windows, qui se trouve dans System 32, qu'il a une taille par défaut de 50,4 KB. D'accord?
heu, tu peux pas le chier, quoi. Il faut avoir l'expérience, savoir aller regarder les signatures, les détails, hein. Tout ça, c'est des informations qui t'indiqueront ce qu'on appelle les IOCs, les indicateurs de compromission. Est-ce que ta machine a été compromise, piratée? D'accord? Donc, je vais pas encore rentrer dans les détails, ça sert à rien, mais c'est pour comprendre ce que je vais vous expliquer là maintenant. Alors, on a ce principe de tree. Hein, je t'ai montré, on peut faire un arbor tree. Ça va couper tous les trees. Je t'ai parlé des parents, je t'ai parlé des enfants, je t'ai parlé des PID. En fait, l'exécution d'un programme, c'est un processus en soi. À partir de ce processus, on peut avoir un autre processus qui peut être créé. Et c'est ce que je t'ai montré. Le premier SVC host, il avait le PID 502. Et je t'ai montré qu'il y en avait plein d'autres en dessous de lui. D'accord? Donc en fait, ce premier processus SVC host PID 502, ça, c'est le processus parent. D'accord? Et il a spawné 10, 15, quoi? Processus enfant, qui portent le même nom, qui ont la même taille, la même signature. Alors, je détaille. À partir de ce processus, un autre processus peut être créé. Il existe une relation parent-enfant entre les deux ou les 15 processus dans SVC host, dans mon exemple que je t'ai donné. Alors un processus, c'est un programme en cours d'exécution dans un programme actif. Le processus parent en informatique, c'est un processus qui est créé et qui crée quoi? Un ou plusieurs processus enfants. Tu l'as compris. Le processus enfant, en informatique, c'est un processus qui est créé par un autre processus, le processus parent, et le processus parent peut avoir plusieurs processus enfants. Mais le processus enfant ne traite qu'un seul processus parent. C'est le principe de filiation que vous retrouvez partout en base de données, que vous retrouvez en programmation, que vous retrouvez dans les systèmes de fichiers. D'accord? Ce principe d'héritage parent-enfant. Les parents peuvent avoir un ou plusieurs enfants. Si les parents n'ont pas divorcé, s'ils sont toujours en couple, tu l'as bien compris, je te parle pas dans la vraie vie, je te parle en informatique, même si c'est une métaphore, les enfants ne peuvent pas avoir plusieurs parents. T'as qu'un seul papa, t'as qu'une seule maman. Ok? Et ça m'intéresse pas si t'as deux mamans, deux papas, s'ils ont divorcé, ils se sont remariés, tout ça. Moi, je te parle en informatique, pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, maintenant, ça devient de plus en plus compliqué. Mais c'est un autre sujet de fond. Donc, voilà. Voilà ce qui se passe. Ça, c'est vraiment les bases et comprendre. Je vous mettrai des articles pour mieux comprendre tout ça. Donc, la représentation hiérarchique des processus parents et des processus enfants est appelée un arbre de processus. C'est le principe de, je te disais, hein, la souche, l'arbre, sa souche, et ensuite les racines, d'accord? Les rhizomes. Hein, si je te dois te faire des métaphores, les racines, ça commence simple et ça se subdivise. C'est pareil, l'arbre. Tu commences avec une grosse branche et plus tu vas monter haut, plus la branche continue, plus il y a des petites branches qui vont pousser sur cette grosse branche. Je te fais des métaphores à la con, mais c'est pour que tu comprennes. C'est ce principe de tree, hein, l'arbre de processus. Donc on a des outils utiles pour afficher l'arborescence des processus. On a Process Hacker. Moi, je préfère la suite System Internal, hein, parce que vous avez de fortes chances. Il y a des versions de Process Hacker 2, qui est la version améliorée, qui tournent sur Internet et qui sont bourrés de virus. C'est un outil gratuit open source, mais c'est un outil qui est adoré par les hackers. Non, les hackers ne font pas ça. Par les pirates, par les crackers, pour injecter du code malicieux. Donc attention, où vous téléchargez Process Hacker et Process Hacker 2. C'est pour ça que pour sécuriser, je vous conseille plutôt d'aller dans le store Windows et d'installer Sysmon Internal, d'accord? Ou de le faire à partir du site du repo GitHub Microsoft, parce que vous avez l'équivalent que je préfère, même, qui s'appelle Processor Mon. ProcessMon, c'est le moniteur de processus. Là, on va parler un peu de Process Hacker, d'accord? Donc, il est sur sourceforge.io. Pareil, vous avez plein de bons outils et vous avez plein de virus de malware qui tournent sur SourceForge. Attention, attention. Hein, c'est un site, on croit qu'on est en confiance. Ah ouais, je vais sur... Comme GitHub, hein, c'est pareil. Hein. Vous téléchargez des trucs,
vous n'avez pas audité le code, attention, vous pouvez vous faire pirater. Et de mon expérience, SourceForge, je crois, ça fait combien? Plus de 20 ans que je vais dessus, je peux vous dire que des virus, j'en ai récupéré sur SourceForge. Donc attention, encore une fois, soyez pas naïfs, d'accord? Donc, une fois qu'on a récupéré le bon process axe, on peut le lancer et on se retrouve sur cette fenêtre. Et là, on voit l'arbre de processus, d'accord? Donc tu vois que c'est sensiblement, c'est quoi? C'est une version entre guillemets améliorée de ce que je t'ai montré dans le gestionnaire de tâches. D'accord? On a des codes couleurs, on a le name, le PID, la charge CPU, les entrées-sorties, c'est-à-dire vos disques durs ou vos SSD. Techniquement, une entrée, une sortie. Une sortie, c'est de la lecture, une entrée, c'est une écriture. Tu l'as bien compris. Ensuite, la mémoire qui est utilisée, le nom d'utilisateur qui utilise ça. On voit que système a été lancé par NT Authority System, le compte le plus haut, et ça tombe bien. Pourquoi? Parce que système gère le noyau NT de Windows et comment dire, toute la base en fait du système d'exploitation. C'est le noyau et c'est l'aspect le plus critique. Pourquoi? Parce que c'est ça qui permet tout le reste du bon fonctionnement de Windows. Et si tu regardes, qu'est-ce qu'il a? Tu vois que c'est le premier processus qui se lance. Alors là, tu vas me dire, ah ouais, c'est bizarre, il n'y a pas le PID 1, 2 et 3. Il est où? On va faire simple, ça commence à 4. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à 4, tu vois que c'est en gros le premier processus qui se lance au démarrage de ton ordinateur. D'accord? Donc en fait, avant même d'arriver sur ta mire de connexion, on te demande de taper ton mot de passe, t'as quoi? T'as le NT kernel et système qui s'initialise. D'accord? Et c'est normal. D'accord? Le premier truc qu'on charge, c'est le noyau. D'accord? Et après, t'as tout le reste. Et tu vois que Explorer, bon, je sais pas s'il y est là. Explorer, il se lance en 4524. Donc tu vois que en fait ton bureau Windows, il s'en est chargé des processus avant que toi t'arrives avec ton clavier et ta souris sur Windows. J'espère que tu comprends maintenant ce principe de PID. Plus il est élevé, plus il a été lancé tard dans l'exécution et dans le démarrage de l'ordinateur. J'espère que c'est bien clair tout ça. Alors, on va se focaliser sur Explorer. Explorer, c'est quoi? Tout simplement, ça permet de gérer la GUI, les fenêtres. Tu peux aller dans ton gestionnaire de tâches et faire quoi? Faire supprimer sur Explorer. Et là, il va te dire, voulez-vous supprimer Explorer? Tu vas dire oui. Et là, bim, qu'est-ce qui se passe? Les fenêtres qui étaient sur ton écran, le gestionnaire de tâches, il va rester présent. Par contre, tout ton fond d'écran, toute ta barre de tâches en bas, avec le menu démarrer, va disparaître. Pourquoi? Parce que c'est géré par Explorer.exe. J'ai mon processus parent Explorer qui a lancé quoi? Qui a lancé de facto 3 applications. J'ai TVN Server, j'ai Process Explorer et j'ai Sniping Tool qui me permet de faire des captures d'écran. Et tu le vois, le gars pour afficher, et même là, je l'ai pompé d'un site, tu vois bien qu'il a fait sa capture d'écran. Et en effet, ta Sniping Tool, ça te permet, tu peux faire un Windows Ctrl Z et ça te permet de faire une capture d'écran. Ou tu vas dans ta loupe et tu cherches capture d'écran. C'est un programme dans Windows qui te permet de faire des captures d'écran. C'est vachement pratique quand tu fais des petits tutos, comme moi je le fais, où tu écris des procédures, où tu rédiges un walkthrough, etc. etc. D'accord? Un petit coucou aux gens qui me font des captures d'écran de leur téléphone Android sur le Discord. Tu te reconnaîtras, mon copain. Ça, c'est pour toi. Donc voilà, on apprend. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous donne des petites techniques comme ça. Donc plus sérieusement, Windows Explorer, on a Tight VNC, on a Process Hacker et on a Sniping Tool. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est Explorer qui a fait spawner ces 3 processus. Et si tu réfléchis bien, c'est un petit peu logique. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant qu'utilisateurs? Ça veut dire que Explorer.exe gère l'interface graphique de Windows. Et techniquement, il y a quoi? Certes, il y a 3 programmes qui tournent en mémoire, mais il y a aussi 3 fenêtres Windows avec Tight VNC Server qui doit être ouvert, Process Explorer, là, oui, on est dedans, et
Sniping Tool, pourquoi? Parce que la personne qui a fait la capture d'écran a fait une capture d'écran de Process Explorer grâce à Sniping Tool. Et tous, ils tournent en mode GUI. Donc c'est Explorer.exe qui les a créés. J'espère que c'est clair, c'est logique. C'est l'interface graphique, c'est dans ton interface, c'est tes fenêtres Windows. Tu as 3 Windows dans ton Windows. Et qu'est-ce qui gère Windows? Explorer.exe qui a un PID de 4524. 4524. D'accord? Donc j'espère que c'est clair. Tous ces processus, ils sont totalement différents. Hein, il y a un outil qui me permet de faire des captures d'écran, un autre qui me permet de regarder les processus en mémoire qui sont exécutés sur mon ordinateur, dans mon Windows, et récupérer plein d'informations utiles. Et j'ai un autre outil qui me permet de me connecter à distance à des serveurs. Ils sont totalement différents, ces 3 processus. Pourtant, il existe bien une relation parent-enfant entre tous ces processus. D'accord? Et le parent, on l'a vu, c'est quoi? Bah, c'est Explorer.exe. D'accord? Mais tu vas me dire, ok, mais si on regarde les autres, bah regarde les autres. Qu'est-ce qui se passe techniquement? On voit clairement qu'il existe également quoi? Des processus avec ou sans processus enfant. Et même certains sans processus enfant. D'accord? Comment je sais ça? Bah, c'est le principe de cascade. Regarde. Regarde au niveau de l'indentation, comme on dit en programmation. C'est le décalage vers la droite. D'accord? Regarde System Idle Process. D'accord? C'est PID 0, tout en haut. On se décale. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a spawné un processus enfant, système, qui lui-même a spawné un processus sms.exe. D'accord? Donc smss.exe, c'est le processus quoi? Enfant du processus parent système. Système, c'est le processus lui-même enfant de System Idle Process. Et tu vois que System Idle Process, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il a pas que spawné système, il a spawné interrupt également. D'accord? Après, on ressort, on se redécale sur la gauche. Registry, qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien, il est tout seul. Il n'a pas d'enfant. D'accord? Puisque tu vois, tu n'as pas cette petite flèche vers le bas. Hein, ça fait comme un petit oiseau. C'est-à-dire que tu peux développer pour avoir les processus enfants. D'accord? Donc là, tu n'as pas de processus enfant. Tu vois que le premier, quoi, c'est SRSS, c'est pareil. Il est tout seul. 588. D'accord? Regarde tout en bas, au-dessus de WinLogan, l'avant-dernière ligne, pareil. Il y a un autre processus, CSRSS.exe, qui a spawné tout seul. Pas d'enfant. D'accord? Et on voit que tous les deux, c'est quoi? C'est des Client Server Runtime Process. D'accord? Et tous les deux, ils ont quoi? Bah, ils sont tout seuls. Il y en a un qui a un PID de 588 et l'autre, il s'est lancé plus tard. Il a un PID de 1032. D'accord? Donc des exemples simples, mais vous devez parfaitement comprendre ça et être à l'aise. Hein, ce principe d'arborescence et savoir, en fait, qu'est-ce qu'un processus enfant, qu'est-ce qu'un processus parent. Je m'arrête là. Maintenant, on va parler des processus légitimes de Windows. Et je vous ai dit que Toto le hacker va essayer de se cacher dans ces processus pour vous faire la nique, pour vous feinter, pour usurper l'identité à la fois des processus, à la fois des utilisateurs. C'est le boulot d'un hacker. Donc il existe de nombreux processus natifs avec des tâches différentes. Hein. On va voir quelques-uns des processus importants du point de vue de la sécurité en raison tout simplement de leurs autorisations actuelles, d'accord, sur la machine et les informations utilisateurs et systèmes qu'elles contiennent. Alors, le premier qu'on va parler, c'est le WinInit. WinInit.exe, donc Windows Init Initialization, hein, donc processus d'initialisation, je dirais. Je crois que ça a été mal traduit. Processus d'initiation. Alors là, il va nous falloir un ingénieur. Hein. Un ingénieur qui a fait de longues et hautes études, qui est bon en français et qui travaille chez Microsoft. Initiation, donc on va dire d'initiation. Il est responsable du démarrage du gestionnaire de contrôle des services, service.exe, du processus de l'autorité de sécurité locale, très sensible, LSAS.exe, et du gestionnaire de session locale, qu'on appelle le LSM.exe. Donc il se trouve dans System 32, comme d'habitude, hein, C2.Windows System 32, et il est créé au démarrage du système.
C'est le processus qui fonctionne avec les privilèges de l'utilisateur le plus haut et le plus autorisé, aka NT Authority / System, le fameux SVC host. Hein. On a des services.exe. Dans service à exe, on a un processus responsable du démarrage et de l'arrêt des services, le fameux SVC host. Hein. Quand vous voyez SVC sous Windows, ça veut dire beaucoup de choses. Des fois, ça veut dire serveur, des fois, ça veut dire service. D'accord, mais je ne vais pas vous embrouiller. On a dllhost.exe, on a taskhost.exe, on a spoolsv.exe qui gère les imprimantes, le spooler même. On a des processus enfants, hein, du processus service.exe, et ce sont tous ceux que je viens de vous citer. D'accord? Donc pareil, également présent dans le système 32, c'est le processus qui fonctionne avec des privilèges de l'utilisateur le plus NT autorisé, NT Authority System. Donc il ne devrait y avoir que un processus service exe à la fois dans l'arbre de processus, dans les conditions normales. S'il existe plusieurs processus de service.exe, ou il existe un processus portant un nom similaire, il doit faire naturellement l'objet d'une enquête plus approfondie, car il peut s'agir d'un processus appartenant à une activité malveillante. D'accord? Et nous, je vous le dis tout de suite, quand on récupère la main sur un ordinateur via un reverse shell, on n'est pas, il faut faire notre escalade de privilèges. Mais le premier truc qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va migrer dans un processus qui est NT Authority System. Ça va me permettre d'avoir plus de droits. Hein, et si ça marche bien, ça peut même me permettre de faire l'escalade de privilèges. En tout cas, mon shell, il va tourner au chaud, au sein d'un processus NT Authority System. Donc ça va peut-être pas me donner tous les droits sur la machine, mais tu pourras pas me shooter. D'accord? Puisque si virus.exe me permet de me connecter à distance à ton ordinateur, tu peux aller dans le gestionnaire de tâches, de voir virus.exe, tu vas faire supprime ou clic droit arrêter, et tu vas me shooter. Je vais perdre ma session. J'aurai plus la main sur ton ordinateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais migrer le processus en mémoire et je vais choisir des processus critiques qui tournent en NT Authority System. Pourquoi je fais ça? Parce que quand bien même si tu sais que je tourne dans service.exe ou dans SVC host ou dans lsas.exe, si tu fais, comme je te dis, supprime dans ton gestionnaire de tâches ou clic droit, il va te dire attention, c'est un processus critique au bon fonctionnement de Windows. Et là, il va se passer deux choses. Si tu lui dis oui, soit il te dit c'est impossible, tu me demandes de faire un truc qui va à l'encontre de mon intégrité en tant que système d'exploitation, donc tu vas te faire jeter par le système, je vais rester connecté à l'ordinateur, ou carrément, il va t'autoriser, et là, tu vas cracher Windows. Tu vas avoir un blue screen of death. Tu vas avoir un kernel panique. Pourquoi? Parce que tu es en train de shooter des composantes qui sont liées au noyau et qui vont faire cracher la machine. Donc, tu vois, dans les deux cas, tu es perdant. Mais très souvent, tu vas voir que tu es bloqué. Donc, moi, ça me permet que tu m'empêches de m'éjecter du système. Tu comprends? Donc revenons. Hein, pensez, dès que vous voyez des doublons, c'est pour ça encore une fois qu'il faut bien connaître, service, il peut y en avoir qu'un. Service, il peut y en avoir qu'un. Putain, je regardais, j'ai qu'un service dans mon Windows, je suis rassuré. Donc, SVC host, plus sérieusement, c'est un nom de processus générique pour les services qui exécutent à partir de la bibliothèque de liens dynamiques. On a vu que la bibliothèque de liens dynamiques, c'est quoi? C'est une bibliothèque de DLL. Hein, les DLL sont des liens dynamiques. Hein, et ces librairies, on les appelle les DLL. D'accord? Donc, étant donné que les fichiers DLL sont des fichiers non exécutables, bien qu'ils s'assimilent à des binaires, en fait, hein, ils sont exécutés avec SVC host pour déclencher les services du système d'exploitation. D'accord? SVC host.exe, il est responsable de l'utilisation et la gestion des services multi-DLL pour l'optimisation des sources système. Je t'ai dit, tu vas pas installer 50 programmes qui vont installer chacun 50 DLL. Si ils ont besoin de 50 DLL, c'est 50 programmes, peut-être il y a 40 DLL qu'on va pouvoir partager entre tes 50 programmes. D'accord? Et il y aura peut-être 10 DLL custo
personnalisés qui vont être ajoutés au système d'exploitation et chargés en conséquence. D'accord? Ça t'évitera de quoi? De pas avoir des centaines de DLL qui se répètent, d'accord? Et ça multiplie quoi? Les conflits, ça multiplie aussi les risques dans ces multiplications de DLL, qu'on fasse appel à la mauvaise DLL et qu'on charge un virus. D'accord? Donc on partage les DLL, elles sont partagées. D'accord? Et c'est pour ça que parfois, si t'as pas, je te citais DirectX pour tes jeux vidéo, si t'as pas, par exemple, le framework net, ClassNet, .NET, tu vas avoir plein d'applications qui vont dire veuillez installer Microsoft .NET version 6.0, d'accord? Ou les frameworks version 4.8, tout ça. Et tu verras qu'il n'y a pas qu'une application qui plante. Il y en a tout un panel. Hein, comme tu vas avoir plusieurs jeux qui vont dire impossible de lancer le jeu vidéo, veuillez réinstaller DirectX, il nous manque la DLL DirectX, je sais pas, 9.dll, je te donne un exemple à la con, d'accord? Et plusieurs jeux vont dire le même message d'erreur. C'est parce que ce sont des DLL qui sont partagés, d'accord? Et tu vois que une DLL va être appelée pour plusieurs jeux, une ou plusieurs DLL va être appelée pour plein d'applications. D'accord? Pour pas qu'il y ait de doublons, de redondance. Donc chaque processus SVC host, il se produit avec l'exécution de services uniques. Ça, il faut bien le comprendre. D'accord? Et tous les services basés sur les DLL partagent le même processus SVC host. Ça, c'est important aussi. Donc son processus parent, celui qui les lance, c'est wininit.exe. D'accord? Donc SVC host, il se trouve également dans le système 32. Il s'agit du processus exécuté via NT Authority, mais cette fois-ci c'est Network Service, d'accord? Ou parfois aussi l'autre NT Authority System. Tout va dépendre si on gère du réseau. Dans ce cas-là, c'est le service réseau qui gère le réseau, incroyable. Ou pour les autres, c'est le NT Authority System, d'accord? Le plus haut compte, d'accord, qui permet le bon fonctionnement de Windows. Et si tu te poses la question, un pirate, s'il arrive à mettre la main sur le NT Authority System, tu as beau être administrateur local de la machine, j'aurai plus de droits que toi. Ça veut dire que tu peux même pas me jeter du système. Moi, par contre, je peux te jeter du système. Vous voyez la folie? En fait, tu penses être admin sur ta machine, mais tu sais pas que le pirate, il tourne en NT Authority System, il a plus de droits que toi, alors que tu es sur ta propre machine. Je te laisse réfléchir aux conséquences. LSAS, Local Security Authority Subsystem Service, c'est ça qu'on va venir taper quand on est hacker, parce qu'on va dumper tous les mots de passe de cette base, cette fameuse base SAM chiffrée, c'est LSAS qui le contrôle, en fait. C'est le processus responsable des opérations de sécurité critiques qui va, en fait, confirmer ou tout simplement rejeter les mots de passe des utilisateurs lors de la connexion au système d'exploitation Windows. Donc en fait, quand tu lances ton PC et il te dit ouais, tu veux bien alors comment c'est configuré? Si tu l'as bien configuré, on te propose pas le nom d'utilisateur. Pourquoi tu dois faire ça? Parce que tu dois penser également aux attaques physiques. D'accord? Ton PC est verrouillé, mais l'attaquant physique, pas à partir d'internet, du monde extérieur, il faudra qu'il devine non seulement ton mot de passe, mais également ton nom d'utilisateur. Si, comme par défaut, tu laisses le nom d'utilisateur qui est automatiquement rempli, et sur vos PC à la maison, ça doit être le cas. Automatiquement, si t'es Toto, on dit Toto, tape ton mot de passe. Moi, quand j'arrive sur mon ordinateur, et c'est ce que vous devez faire en entreprise, et c'est même ce que vous devez faire via une GPO, allez voir sur internet comment faire ça, on ne doit même pas proposer le nom d'utilisateur. On complexifie la tâche à l'attaquant. S'il veut se connecter à votre ordinateur, non seulement il devra deviner le mot de passe, mais également le nom d'utilisateur. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. D'accord? Donc, petit détail. Donc, à chaque fois que tu tapes ton mot de passe, techniquement, c'est quoi? C'est Alsace qui vérifie que tu as bien tapé ton mot de passe et qui te dit non, tu t'es trompé. Retape ton mot de passe. Il rejette ton mot de passe jusqu'à qu'il le confirme. Et quand Alsace confirme que tu as bien tapé ton mot de passe, Explorer se lance et ton interface graphique apparaît. Tu comprends maintenant comment se lance ton Windows?
Pourquoi tu fais toutes ces étapes, qu'elles sont séquentielles, qu'elles ont tous des processus parents, parfois enfants, et qu'elles se font de façon séquentielle et chronologique. En fonction du PID, tu sais quel processus a été lancé avant et après. Il y a une temporalité. J'espère que c'est clair. Donc ce processus est d'une importance cruciale parce que il va non seulement gérer les changements de mot de passe des utilisateurs, mais il contient, comme je te le disais, les mots de passe de tous les utilisateurs dans le système. Ça devient croustillant pour nous, attaquants. Mais là, on est en défense. Pardon. Des formations professionnelles. Donc l'attaquant qui accède au système, il va obtenir les mots de passe de l'utilisateur en tirant parti de ce processus. On a Mimikatz, que je vous avais présenté, par Benjamin Delpy, j'avais fait une vidéo dédiée, je vous avais raconté comment il s'était fait, attaquer dans un hôtel de Moscou quand il allait présenter pour la première fois Mimikatz à l'étranger à cette conférence de hackers. Je vous avais expliqué qu'on avait un vieux bâtiment en face de l'hôtel où il y avait tous les étrangers, où il y avait peut-être des hackers étatiques ou des agences de renseignement qui s'intéressaient à Benjamin Delpy. Et il était parti parce que sa connexion Internet ne marchait pas. Il était descendu voir la réception. Et pendant ce temps, on lui avait fait l'attaque des Evil Med. C'est-à-dire de la femme de ménage. Techniquement, on se fait passer pour une femme de ménage, c'est pas une femme de ménage. Et si c'est une femme qui travaille pour le renseignement intérieur. D'accord? Qui va venir backdoorer l'ordinateur pendant que vous êtes en train de boire un petit cocktail dans votre hôtel. D'accord? Technique des services. Donc voilà. Mimikatz, vous connaissez tous, d'accord? Avec Mimikatz, je vous ai montré maintes et maintes fois tout ce qu'on pouvait faire. C'est une arme extrêmement puissante et elle est présente sur GitHub. Vous pouvez aller voir le blog blog.gentilkiwi pour aller sur le blog de Benjamin Delpy. Et vous pouvez le suivre sur Twitter. Vous allez apprendre plein de trucs en cybersécurité. Allez sur Twitter, non pas pour raconter votre vie, mais ajoutez-vous tous les meilleurs gars qui bossent en cybersécurité, les Français. Benjamin Delpy en fait partie. Moi, j'en fais pas partie. Et puis voilà, vous allez apprendre plein de choses grâce aux autres. Si vous débutez, allez suivre les chercheurs en cybersécurité pour comprendre comment on fait et comment on améliore nos techniques. Vous allez perfectionner vos tactiques, vos techniques, vos procédures. Et allez sur mon Twitter à moi pour récupérer tous mes abonnés, auxquels je suis abonné. Pas les gens qui sont abonnés à moi, mais les gens avec qui je suis abonné, qui travaillent en cybersécurité, que je vous conseille de suivre ou pas. Il y a des agents du renseignement, il y a des policiers, il y a des hackers, il y a des black hats, il y a des white hats, il y a des chercheurs en cybersécurité. Bref, plein de personnes qui donnent de l'information au quotidien et ça vous aidera pour faire du threat intel, pour préparer vos attaques, pour voir les dernières techniques en bleu, en rouge et en purple. Je m'arrêterai là. Donc le LSAS. Le LSAS, il se trouve dans le système 32, c'est le processus qui fonctionne naturellement avec également NT Authority System. Ensuite, notre WinLogon. Je t'ai parlé de notre ami maintenant LSAS. Je t'ai dit qu'il lançait quoi? Qu'il lançait et vérifiait ton mot de passe. Mais en fait, la vraie mire de connexion, c'est WinLogon. Comme son nom l'indique, c'est le processus qui effectue des opérations de connexion et de déconnexion des utilisateurs dans le système d'exploitation Windows. Il fonctionne avec NT Authority System et il se trouve dans Système 32. Donc en fait, tu as compris, à chaque fois que tu tapes ton mot de passe, qu'il est validé, WinLogon se lance, il te connecte au système, Explorer se lance. Tu vois, donc c'est de plus en plus compliqué. Mais plus tu comprends toutes ces composantes, plus la vision, elle est poussée, elle est approfondie. Je pars d'un très haut niveau d'abstraction et petit à petit, on rajoute des couches pour que tu comprennes les interactions entre les processus. C'est ça qui fera de toi quelqu'un de bon sur Windows. D'accord? Donc, l'Explorer.exe, on y vient. C'est le processus parent de presque tous les processus qui ont une interface graphique. D'accord? C'est pour ça que je t'ai dit que Tight VNC Server Process Hacker et Sniping Tool, il y a quelques minutes, était lancé par le processus parent Explorer. Parce que Explorer gère la GUI.
D'accord? La Graphic User Interface, interface utilisateur graphique dans le système d'exploitation Windows et s'ouvre sous forme de fenêtre. C'est pour ça que ça s'appelle Windows. Incroyable. Donc, par exemple, ce processus il entre en jeu lorsque l'explorateur Windows est démarré et dans des circonstances normales, le processus explorateur, il est attendu. Hein. Explorer.exe se trouve sous le dossier System32, comme tous les autres. D'accord? System32, c'est un des endroits les plus critiques de Windows. Ça, faut bien le comprendre. Je vous l'ai peut-être pas encore dit, mais je pense que vous le savez. Donc, ce processus s'exécute avec NT Authority System. Non, 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 non. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Si vous suivez ce que je vous ai dit, j'ai shooté explorer.exe. Tout ce que je vous dis, ça compte, hein. C'est pas, sinon je perdrais pas mon temps à faire des vidéos gratuites sur YouTube. Faut rester concentré. Non, je plaisante. Donc, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit qu'explorer.exe, tu pouvais faire new task et le relancer. Taper explorer.exe, j'ai fait OK. Et là, comme par magie, l'interface graphique est réapparue. Les privilèges de l'utilisateur actuellement connecté au système. Donc toi, si t'es Toto, c'est Toto qui a lancé Explorer.exe. Si c'est Tata, c'est Tata. Si c'est Titi, c'est Titi. Si c'est Saltimbanque, c'est Saltimbanque. C'est pas NT Authority System. Notre gestionnaire de tâches que je t'ai présenté, tu le sais. C'est l'application qui va permettre de gérer les processus dans Windows. Hein. Ils peuvent être visualisés et terminés à l'aide du gestionnaire de tâches. Ça nous permet de shooter les programmes, de les arrêter. Donc ça, je pense que vous connaissez, mais bon, voilà. Ça vous permet détail, user, ça vous permet de récupérer toutes les informations des processus en cours. Et l'onglet processus de l'application du gestionnaire de tâches fournit des informations limitées et générales. D'accord? Donc process ou processus, on n'y va que au début pour faire des opérations, pour arrêter. Généralement des applications qui plantent, qui bug, qui ralentissent l'ordinateur, qui consomment trop de cycles CPU, qui consomment trop de RAM, d'accord? Il y a une fuite de mémoire. Ok, là on se permet de faire ça. Mais dès qu'on veut des informations détaillées sur les processus, on va dans détail. On va dans user, on va dans détail. Là, j'aurai des informations pertinentes et j'oublie pas d'ajouter moi-même des colonnes, d'accord? Comme je vous ai montré, pour avoir de plus amples détails qui vous paraissent pertinents. Ensuite, on va passer en ligne de commande, parce que l'interface graphique, ça va un temps, quoi. On va voir un petit peu comment faire un peu la même chose en plus simple, plus simple. Non, vous pouvez faire exactement la même chose, mais ça demandera beaucoup plus de connaissances puisque tout est en ligne de commande. Donc, dans certains cas exceptionnels, on aura besoin des opérations de processus via la ligne de commande. D'accord? Donc, je vais vous montrer quelques commandes qui vont nous permettre tout simplement de faire ces tâches. Revenons à ce qui nous intéresse. Je vous disais task list. Vous connaissez task manager. Maintenant, task list. Un petit peu buggé. Mais grosso modo, on a le nom. S'il est en idle ou pas, le processus qui est là, PID, la session, numéro de session, la mémoire, l'utilisation. D'accord? Donc on retrouve des choses qui sont pertinentes pour nous et vous voyez que c'est une version entre guillemets simplifiée de tout simplement notre ami le gestionnaire de tâches. Donc task list, très utile pour afficher les informations du processus en cours d'exécution sur le système. Et la première partie est affichée parce que vous savez qu'elle est tronquée. D'accord? Donc à vous de remonter et d'aller voir un petit peu ce qui se passe en haut en fonction de la taille de votre terminal. D'accord? Donc c'est pareil, on peut piper. C'est-à-dire qu'on va exécuter une commande, on va demander de rerouter toute la sortie, non pas sur notre terminal, mais dans une autre commande. D'accord? Donc taskkill, c'est la commande utilisée pour arrêter. Donc je vous ai montré task list. Maintenant, je vais vous montrer comment arrêter task kill. On va essayer de shooter un truc bénin. Comme je vous ai dit, on va essayer de pas crasher la machine. Google Crash Handler, par exemple. Si j'ai envie de l'arrêter, je peux faire quoi? Je peux faire task list. Pas de problème. Je vais faire quoi? Je vais faire on va chercher, je sais pas, un truc simple. Donc find string,
FineStr, c'est un grep en moins bien. Ça va permettre de récupérer soit des expressions régulières, soit en tout cas une chaîne de caractères. On va voir, je sais pas si on a Oscar, il y est ou pas. Quelque chose qui commence par Google et qui finit par quelque chose, wildcard. D'accord? Donc là, il me sort tout ce qui commence par Google. Et en effet, on a Google Crash Handler. On a Google Crash Handler en 64 bits. L'autre, c'est du 32 bits. Et on a Google Update. Donc, il nous faut la valeur du PID pour pouvoir terminer le processus. Il faut qu'elle soit connue. Et là, on voit que le PID, par exemple, de Google Update, c'est le 3852. Donc, je peux shooter un peu comme faire un kill dans le gestionnaire de tâches. Là, on fait tout en ligne de commande. Et pipe, c'est ça. C'est cette barre-là, on redirige. Le signe pipe, ça va permettre de donner la sortie d'une commande en entrée à une autre commande. Là, c'est find string, recherche de chaîne. D'accord? Ça permet de faire des recherches. D'accord? Je peux faire un find str. Qu'est-ce que je peux faire? À la racine et chercher, je sais pas, toto.txt. D'accord? Bon, ça va chercher pendant un moment et ça va me dire qu'il n'y a rien. D'accord? Mais c'est juste pour vous montrer. FineStr, vous devez être à l'aise, parce qu'on peut lui passer plein d'arguments et de paramètres. Alors, maintenant que j'ai mon PID, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le shooter. On va shooter la mise à jour Google. Ça prend de la RAM, j'ai pas envie. Je vais la shooter. Task kill, je lui précise le PID et on a vu que c'est là, 3852. D'accord? Donc là, il dit, ouais, on peut pas le terminer, tu devrais le forcer. C'est ce qu'on va faire. Et là, tu vois que tu as une sorte de protection. D'accord? Donc maintenant, si je repars, qu'est-ce qu'on fait? Je reprends ma commande. On voit que elle a bien été shootée. D'accord? Donc ça vous permet d'arrêter un peu de façon brute les processus. C'est l'équivalent de l'arrêter dans le gestionnaire de tâches. D'accord? Donc voilà. Et je te disais, attention, parce que il peut se passer des choses bizarres. Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple en choses bizarres? Système? 4? Ça fait quoi ça? Est-ce qu'on a le droit? Ce que je vous disais. Imagine que j'ai spawné un malware. J'ai fait une migration, j'ai mon River Shell qui est dans un processus et je lui fais quoi? Un task kill 4. Il va te dire access denied. T'as pas le droit. T'as pas le droit, force. T'as pas le droit non plus. Donc tu vois bien que tu peux pas le terminer. Ça veut dire que si je migre dans système, tu pourras pas m'éjecter du système. À moins de quoi? Peut-être arrêter ton ordinateur. Et encore, si j'ai installé de la persistance, à chaque fois que tu vas redémarrer l'ordi, j'aurai la main sur ton ordinateur. Alsace, on va essayer de shooter Alsace, 812. Là, c'est critique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, fais gaffe. L'ordinateur, il a eu un problème, il a besoin de redémarrer. D'accord? Donc là, j'ai quoi? Ouais. T'as peut-être réussi à tuer mon River Shell, mais ton ordinateur, il va redémarrer. Ok? Donc, je perds la partie, mais je te fais un petit peu chier, quand même. D'accord? Et tu verras qu'il y a d'autres processus où tu pourras pas les tuer. D'accord? Donc, en tant que hacker, encore une fois, là, on est dans les bleus, en défense. Voilà, je vous montre comment pense un rouge, comment nous, en attaque, on pense. On va essayer de migrer dans les processus qui tournent avec NT Authority System. Et l'avantage, c'est quoi? C'est de prendre un processus que même avec un force, tu ne puisses pas shooter. D'accord? Je te montrais par exemple système. Bien que ça soit très dur de l'exploiter, tu pourras pas le terminer. D'accord? Donc on va essayer de trouver des processus assez critiques qui feront que, voilà, l'ordinateur là, il a redémarré, on est foutu. J'ai plus la main. D'accord? J'ai plus la main, mais toi non plus, t'as plus la main sur ton ordinateur. Je l'ai fait cracher. D'accord? Tu l'as fait cracher en voulant m'éjecter du système. Je vais être plus clair. Donc voilà, c'est le principe de processus. J'espère que j'ai été assez clair. Et voilà, la machine, elle a planté. Enfin, elle a planté. Elle a craché. Donc il faudra creuser, mais comprendre ce principe de les termes, processus enfant, parent, concept d'arbre, de processus.
certains processus importants qui fonctionnent sous Windows, la gestion des processus Windows via l'interface graphique, via la ligne de commande et les processus Windows en termes de sécurité, c'est un gros noyau. D'accord? Donc maintenant, on va parler un peu des services Windows.